Ce chapitre 7 termine l'ambitieux et large survol des sciences de la complexité. Et nous allons aborder un sujet qui est encore très ouvert, pour lequel il n'y a pas de réponse définitive. C'est comment concilier le fait que dans la nature, l'ordre et le désordre sont toujours en dialectique, en discussion, et que le principe de la thermodynamique de l'entropie nous dit que le désordre doit toujours gagner. Or, comment se fait-il que nous observons quand même autour de nous des formes de la nature qui sont loin d'être du désordre? Donc, ce chapitre-là va aborder ces questions de l'ordre, du désordre, des formes de la nature et de l'origine de ces formes-là, de la morphogénèse. En effet, si on observe autour de nous, que ce soit une montagne, un paysage, on s'aperçoit que les objets de la nature si on les met sur une échelle d'ordre, eh bien, vont de la régularité parfaite, comme par exemple la rotation des étoiles dans un ciel nocturne, sont l'exemple d'objets parfaits, parfaitement réguliers, et à côté, vous avez le tas d'ordures qui est l'exemple, hélas, trop souvent observé de désordre, d'absence de règles et de chaos au sens de chaos non déterministe. Cependant, entre ces deux extrêmes-là, il y a des tas d'objets qui ont un ordre intermédiaire, qui apparaissent sans être parfaitement ordonnés, illustrent des régularités, ou ce qu'on verra plus tard des invariances d'échelle. Ce sont les objets fractales, qui sont des objets intermédiaires entre l'ordre et le désordre. La question s'est posée à propos d'une question tout à fait basique que se sont posées les mathématiciens, de savoir quelle est la longueur d'une côte d'un pays. Alors si on prend la côte de la Bretagne, qui est fortement découpée, eh bien on s'aperçoit que si on prend un compas et qu'on met une certaine largeur de ce compas et qu'on arpente la côte, on trouvera une certaine longueur. Si maintenant on diminue de beaucoup la taille du compas et qu'on prend une carte avec une toute petite échelle, on s'apercevra que le nombre de détails augmente et que la longueur mesurée va encore augmenter. Donc au fur et à mesure où on va augmenter le zoom sur les côtes, on va trouver des longueurs différentes. Alors que si on fait la même opération sur la côte des Landes, qui est parfaitement rectiligne, eh bien, il y a presque une invariance, quelle que soit la longueur du compas, on trouvera la même longueur. Ce phénomène-là, qui paraît trivial, a intrigué les mathématiciens et des mathématiciens français, comme on le verra au début du XXe siècle. Mais en particulier, il y a un mathématicien qui a défini ce qu'on appelle la dimension fractale de Hausdorff, en disant que pour caractériser la taille d'un objet, il suffit de le recouvrir, par exemple, si c'est une carte de cercle, d'un diamètre donné, et de recouvrir l'ensemble des points, par exemple, de la côte de Grande-Bretagne, et de refaire l'opération avec des cercles de plus en plus petits, et de trouver comment varie le nombre de cercles pour couvrir la côte de Grande-Bretagne en fonction du diamètre de ces cercles-là. Et il a appelé la dimension de Hausdorff, eh bien, la loi qui va déterminer la façon dont le nombre de cercles augmente quand on fait tendre le rayon des cercles vers zéro. Si le nombre de cercles augmente comme 1 sur R, on dira que la dimension est 1, c'est une droite. Si c'est augmente comme 1 sur R au carré, on verra que c'est une dimension 2 et qui correspond à la mesure d'une surface. Et puis ainsi de suite. 3, c'est le volume. Donc on retrouve les dimensions 1, 2, 3 de l'espace géométrique qui nous entoure et avec lequel nous sommes familiers. Avec ce système-là, Hausdorff montrait que dans la nature, il y a des tas d'objets qui ont des dimensions fractales parce que leur dimension n'est ni 1, ni 2, ni 3, mais des valeurs intermédiaires. C'est comme ceci que la côte des Landes, qui est parfaitement linéaire, aura une dimension de Hausdorff de 1, alors que la côte de la Bretagne ou la côte de Grande-Bretagne, qui sont très découpées, auront une dimension supérieure, 1,25, qui fait que la côte bretonne n'est ni une droite, ni une ligne, ni une surface, mais un objet de taille intermédiaire.
Et puis, cela peut se généraliser, puisque une publication récente chinoise, par exemple, a essayé de calculer la dimension fractale des choux-fleurs et des brocolis et a trouvé 2,7. Ça veut dire qu'un chou-fleur n'est pas complètement un volume, mais n'est pas non plus une surface, ce n'est pas un, un plan replié. Donc, les objets fractales de la nature se distinguent par une invariance d'échelle, c'est-à-dire que si on zoome, on trouve des régularités, hein, qui apparaissent autosimilaires, et puis la dimension de Hausdorff n'est pas entière. Le plus bel exemple connu de cet objet fractal, c'est le flocon dit de Koch, qui est obtenu en prenant un triangle et sur chacun de ses côtés équilatérales de construire une structure itérative. On prend un côté du triangle, on le divise en trois et on construit un autre triangle équilatéral sur le segment du milieu et ainsi de suite. On obtient donc une structure qui se complexifie à l'infini, donc il y a une invariance d'échelle et dont la dimension, l'invariance d'échelle qui est illustrée sur la droite, et dont la dimension est 1,26 et quelques, c'est-à-dire que c'est un objet qui est plus qu'une ligne et un peu moins qu'un plan. Alors les fractales dans la nature, on en trouve de multiples formes et à de nombreux endroits. Alors si on essaie de les classer, on trouvera d'abord les fractales sont des objets mathématiques que l'on peut obtenir par des opérations, ce qu'on appelle de fonctions itérées, c'est-à-dire le flocon de Koch. C'est une opération géométrique de division des côtés du triangle équilatéral qu'on itère. On peut faire ces opérations à 2 dimensions ou à 3 dimensions. On obtient des objets qui ont une structure autosimilaire et des dimensions fractales. Les équivalents dans la nature, on les trouvera par exemple bien sûr dans les flocons de neige, qui est une façon dont le flocon de Koch est une espèce de représentation, ou bien par exemple les fougères. À droite, vous avez une fougère complètement synthétique et à gauche, une fougère réelle. Le processus de croissance fait que la fougère va développer des arborescences qui sont autosimilaires et qui sont les caractéristiques d'un objet fractal. Les automates non linéaires que nous avons vus dans les chapitres 5 et 6, en fait aussi sont à l'origine de formes dites fractales. Nous avons vu que lorsqu'on fait une itération d'un automate non linéaire, on obtient, par exemple, là, comme dans le tracteur de Feigenbaum, on obtient de ce style de diagrammes qui sont autosimilaires, avec des formes telles qu'elles deviennent ramifiées de plus en plus, et à l'intérieur de ces ramifications, si on faisait des zooms, on retrouvait des structures identiques à la figure dans son ensemble. Donc l'attracteur de Feigenbaum a une dimension de 0,538 qui est inférieure, c'est une ligne creuse puisqu'elle a une dimension inférieure à 1. Ceci a été étudié de manière beaucoup plus systématique par les mathématiciens, dont un mathématicien français, Julia, du début du XXe siècle, et d'autres collègues aussi, qui s'est intéressé à ce qu'on appelle les fonctions complexes. C'est-à-dire les nombres complexes sont des nombres qui ont deux parties, une partie réelle A et une partie imaginaire. Et il a étudié les fonctions de ces variables complexes qui sont d'autres nombres complexes. Et il s'est intéressé à ce qu'on a déjà vu avec l'attracteur de Feigenbaum, de faire une itération dans laquelle Z se transforme en Z carré plus C, le tout étant des nombres complexes, et de bâtir une suite de valeurs de Z, Z0, Z1, Z2, et ainsi de suite, et de regarder dans quel cas cette suite de nombres converge, c'est-à-dire tend vers l'infini, ou au contraire reste dans un domaine limité. Et il a obtenu des choses extrêmement curieuses qu'on appelle les ensembles de Julia, c'est-à-dire lorsqu'on prend un C fixé, c'est-à-dire un nombre avec une partie réelle ici, moins 0,8, une partie imaginaire 0,56, on prend tous les Z possibles, tous les nombres imaginaires possibles initiaux dans un domaine, et on fait étudier la suite convergente. Donc pour un Z ici, par exemple, ici, pointe de la flèche,
je vais étudier la convergence de la série pour cette valeur de z-là. Si elle converge, si elle diverge, je mettrai un point bleu sombre, et ensuite, si elle converge, je mettrai des points colorés, et de plus en plus colorés, suivant la rapidité de la convergence. Donc là, on fixe C, et on regarde en fonction de Z comment les séries convergent, sachant que plus tard, Mandelbrot, beaucoup plus tard, a étudié ce genre de propriétés, mais en partant d'un autre principe, c'est-à-dire qu'il prend une carte de C, il prend tous les C possibles, d'accord, et il prend les suites qui démarrent à 0, et regardez ce qui se passe lorsque ces suites se développent à partir de 0 en fonction de C. Et il a obtenu cette magnifique courbe qui est bien connue que la courbe de Mandelbrot, qui est autosimilaire, là aussi. En noir, c'est les domaines où la série converge, et ensuite, avec des systèmes colorés, les différentes valeurs pour lesquelles elles divergent de manière plus ou moins rapide. Donc, les automates non linéaires, ici je développe, pour ceux qui ne seraient pas familiers, avec les nombres complexes, la façon dont on peut résoudre le problème avec des nombres réels. Donc voilà l'automate qui donne xn plus 1, yn plus 1 en fonction de xn, yn et des constantes a et b. Voilà à droite la célèbre figure de Mandelbrot qui montre avec un zoom quasiment infini, puisque on a des milliers on a des ordres de grandeur énormes entre les différentes figures et qui font apparaître de manière régulière des fonctions autosimilaires. Donc l'ensemble de Mandelbrot est une structure fractale, j'allais dire presque la structure fractale emblématique. L'ensemble de Julia, on l'a vu, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de partir de faire la fonction de C, on le fait à partir des suites, en partir des valeurs de A et de BC. Et ici, vous avez une visualisation très spectaculaire des convergences des ensembles de Julia en fonction de C, où C subit des rotations, c'est un nombre complexe qui subit des rotations dans le nombre complexe. Donc, les automates non linéaires sont à l'origine d'images fractales extrêmement spectaculaires, dont certaines, nous verrons plus loin, peuvent se relier très fortement à des formes de la nature. Enfin, longtemps, notamment pour les plantes, les biologistes ou zoologistes se sont interrogés sur la forme que prennent les plantes, à la fois par la variété qu'elles prennent, mais en même temps un certain nombre de régularités en termes de tiges, de branches, d'embranchements, etc. Il y a un botaniste, Lindenmayer, en 1958, qui a établi une grammaire formelle qui permet de classer et de modéliser l'ensemble de toutes les formes que prennent les plantes dans la nature en fonction du bougeon terminal ou pas, de croissance alternée des feuilles ou pas, etc. Et donc, à partir de cette grammaire, qui détermine des règles de déplacement, des segments sur le plan, plus du bruit, parce que dans la nature, il y a quand même des phénomènes aléatoires qui font que les plantes n'ont pas une régularité totale, eh bien, on peut, donc de manière un petit peu analogue aux ensembles de Mandelbrot et autres, c'est-à-dire avec une règle de grammaire itérée plus un peu de bruit, on peut retrouver les formes des plantes et la plupart des formes des plantes. Ceci a été développé, beaucoup d'autres auteurs ont essayé de retrouver les formes de la nature en partant des opérations que nous avions vues à propos de la transformation du boulanger, qui avait démontré que le chaos s'installe lorsque on combine des opérations géométriques de rotation, de repliage, de coupure, de dilatation, etc. Donc beaucoup d'études ont été faites pour essayer de voir quelles sont les images que l'on obtient à partir d'images assez basiques avec des fluctuations aléatoires et sur lesquelles on opère ces opérations. Et par exemple, on verra sur IDE Materia Numerica, sur ce site-là, ou sur le Facebook correspondant, on verra de multiples images qui sont obtenues et qui ressemblent étrangement, soit par exemple à des fleurs artificielles, des fleurs, soit à des paysages qu'on observe sur Terre, qui sont obtenus de manière complètement artificielle à partir de règles géométriques simples basées sur des champs de fluctuations aléatoires.
C'est ainsi que donc on peut aller vers des mondes complètement imaginaires à partir de telles transformations, mais aussi obtenir des mondes qui sont imaginés puisqu'ils se rapprochent très fortement de formes qu'on observe dans la nature. Ici, vous avez la fameuse l'image célèbre de couverture du livre de Mandelbrot, qui montre un lever de planètes fractales sur une lune fractale, où tout est artificiel, où aussi bien la façon dont sont générés les cratères plus la répartition des continents sont obtenus à partir de règles fractales. Donc, des règles d'automates, à nouveau plus des fluctuations aléatoires, est-ce qu'elles peuvent nous rendre compte de toutes les formes de la nature? Il semble que des formes comme une paramécie relèvent d'une complexité autre et que ce n'est pas simplement une transformation géométrique qui va donner cette allure-là. On verra plus loin qu'est-ce qui est sous-jacent. Et puis il se pose une question de fond que certains ont tranchée. Est-ce que la forme de la fleur explique la fleur? Et Wolfram, avec ses automates cellulaires, était convaincu que toute la nature n'était qu'un jeu combinaison d'automates. On peut se poser cette question parce que est-ce que, en étant capable de reproduire de manière géométrique des formes qui ressemblent à des fleurs, est-ce qu'on a compris le concept de fleur? Alors, nous avons des objets qui sont intermédiaires entre ordre et désordre, donc on peut tracer une espèce d'échelle qui va de l'ordonnée à gauche vers le désordre, et on sait très bien que dans la nature, les choses ont plutôt tendance à aller de l'ordre vers le désordre, vers le chaos, et en effet, cette tendance-là est liée à une grandeur thermodynamique qu'on appelle l'entropie, qui démontre que quelque part les structures ordonnées sont fragiles et que le désordre est la règle. Est-ce que le désordre gagne toujours? Sachant que quand même, dans la nature que nous avons autour de nous, nous observons des formes qui sont quand même relativement permanentes. Donc comment se fait l'arbitrage entre l'ordre et le désordre? Comment se fait la dialectique entre l'entropie qui pousse le désordre et un autre principe qui maintiendrait des structures ordonnées? Donc l'entropie a été étudiée au milieu du 19e siècle pour les machines à vapeur, mais pour simplifier, c'est une grandeur qui caractérise tous les systèmes, comme l'énergie caractérise tous les systèmes ont une énergie. Eh bien, associée à cette énergie, il y a une entropie, et cette entropie peut être vue de différents aspects qui sont tous convergents. L'entropie, ça mesure la part de l'énergie dégradée dans un système, c'est-à-dire en gros la partie qui est dissipée sous forme de chaleur et qu'on ne peut pas récupérer à l'encontre des formes mécaniques, chimiques ou électriques. C'est une mesure du désordre dans le système, c'est-à-dire que plus le système est désordonné, plus l'entropie est forte. Et enfin, à chaque fois que l'entropie croît dans un système, c'est la signature d'une irréversibilité, c'est-à-dire que de manière spontanée, les systèmes évoluent toujours de manière irréversible vers leur état de plus grande entropie. Donc ce deuxième principe est très fort et qui indique que l'entropie d'un système ne décroît jamais, et elle croît toujours jusqu'à une valeur maximale. Si je prends par exemple ici un paysage extrêmement verdoyant, ordonné, avec des maisons, etc., si je considère que je puisse le mettre dans une boîte complètement hermétique, c'est-à-dire que même le soleil ne passe pas, eh bien j'ai un système isolé. Eh bien ce système-là, très ordonné, il a des différentes sources d'énergie, chimique, rayonnement, électrique, mécanique, thermique. Il y a l'électricité, il y a l'énergie mécanique des chutes d'eau, il y a l'énergie chimique des arbres, etc. Si maintenant j'enferme tout ça dans une boîte sans aucune source ni de rayonnement ni de rien autour, très vite l'entropie va croître et on va aller vers un état qui sera un état complètement désorganisé du système. Comment se fait-il quand même que ce paysage reste tel qu'il est? Eh bien, tout simplement parce qu'on peut on peut contrôler la croissance de l'entropie d'un système en lui fournissant de l'énergie extérieure. Dans le paysage tout à l'heure, c'est surtout le soleil. Et donc, le fait de fournir l'énergie va permettre de contraindre l'entropie. Mais ceci
ce gain, disons, cette moins de gain d'entropie va être compensé par le fait que l'entropie extérieure va augmenter, parce que pour fournir d'énergie, il va falloir faire croître l'entropie extérieure. Donc l'entropie croît toujours. Si dans un sous-système, on arrive à la contraindre à une valeur basse, cela veut dire qu'il y a un transfert d'énergie avec un système extérieur qui paye la note de l'entropie. Alors, la vie est un scandale dans ce schéma thermodynamique, hein, parce que si on considère par exemple la composition d'un corps humain, avec en première colonne la masse des différents éléments, hydrogène, oxygène, carbone, ou le nombre d'atomes correspondants, eh bien, si l'on considère l'ensemble, si on met dans un tas ou dans un endroit l'ensemble des composants atomiques dans ces proportions-là, est-ce qu'on est capable de faire un corps humain? C'est-à-dire que l'entropie d'un corps humain correspond à une organisation extrêmement, vraiment précise et très détaillée de ces différents atomes qui, naturellement, eux, n'ont tendance à se répartir de manière désordonnée. Donc, qu'est-ce qui différencie un corps humain et un tas d'atomes? C'est qu'il est vivant, et être un être vivant a une entropie très basse parce qu'il est parfaitement organisé. Bien entendu, les êtres vivants ont une entropie très basse parce qu'ils font payer à leur environnement sous forme de nourriture et de déchets leur note à l'environnement. Donc un flux d'énergie, alors pour le corps humain, c'est la lumière du soleil, les aliments, etc., qui vont être fournis pour fournir l'énergie au corps humain pour se maintenir et ne pas se désorganiser. Et le corps va générer de la chaleur, un peu de travail et des déchets. Donc un flux d'énergie à travers un système permet de créer ou de maintenir l'ordre, sachant qu'en sortie, le système va créer du désordre, de la chaleur et des déchets, va créer l'entropie. Donc un flux d'énergie permet de diminuer l'entropie dans un sous-système. On verra le bilan d'entropie tout à l'heure. Mais si on comprend qu'un flux d'énergie est capable de maintenir, mais comment cet ordre-là est créé? Quel est le principe qui va faire que cet ordre-là est créé? Comment peut-on, à partir de ce tas d'atomes désordonnés, avec un flux d'énergie, créer un corps humain? C'est tout le mystère ou le miracle de la vie. Donc pour synthétiser tout ça, eh bien, on va considérer des systèmes qui sont organisés, par exemple une région urbaine avec des champs, des maisons, une paramécie ou un cristal de neige. Ceci, ce sont des corps, ce sont des structures organisées. La paramécie et le flocon de neige se sont constitués de manière auto-organisatrice, c'est-à-dire qu'ils se sont construits eux-mêmes à condition que les conditions d'environnement soient favorables, alors que la ville, les maisons, tout ça sont des structures pilotées, puisqu'il a fallu quelqu'un, une humanité, pour les faire. Mais toujours est-il qu'au bilan, ce sont des structures d'entropie basse, et la probabilité que ces structures apparaissent de manière spontanée est extrêmement faible. Et donc, comment qu'on puisse concilier ça avec le principe de l'entropie? Eh bien, ces structures-là existent, se maintiennent ou se forment parce qu'elles sont traversées par un gradient d'énergie, par de l'énergie, et j'allais dire de l'énergie libre, de l'énergie noble, qu'on appelle soit de la matière, ou soit du rayonnement, ou bien soit des protéines, etc. Et dans ce processus-là, dans lequel ils vont s'auto-organiser, eh bien, l'énergie doit être conservée, mais le bilan de cet ordre qui a été construit ici, cette négantropie ici, eh bien, c'est que le système, lui, pour se construire ou s'auto-organiser, va dissiper de l'entropie. Il y a donc un flux sortant d'entropie qui va être nécessaire pour compenser la baisse d'entropie qui est ici. Et pour qu'au bilan, le principe de non-décroissance de l'entropie soit vérifié. Pour comprendre ceci, il y a une expérience ultra célèbre qui a été découverte un peu par hasard par Bénard, je pense vers les années milieu du XXe siècle, qui montre de manière emblématique comment ceci s'organise. On prend une casserole d'eau, mais il faut faire une casserole très spécifique, qui a un fond
qu'on va maintenir à une température homogène. C'est pour ça que je mets beaucoup de feu, parce que la température doit être parfaitement homogène dans le fond. Et puis, la surface, on met par exemple une vitre qu'on maintient à une température donnée. Eh bien, à température relativement basse, c'est-à-dire lorsque la température chaude est très voisine du froid, eh bien, rien ne se passe, sauf que progressivement, par conduction, par agitation des molécules chaudes qui vont monter pour aller vers le froid, eh bien, le système paraît immobile, paraît en équilibre, il est traversé par un flux d'énergie relativement faible qui est transféré par diffusion, qui fait que la chaleur fournie par le fond de la casserole progressivement va diffuser dans l'atmosphère. Si maintenant on augmente le gradient, si on augmente la différence de température entre le chaud et le froid, à partir d'une température critique, il se produit un phénomène extrêmement nouveau, qui est qu'il va se produire des courants dits de convection, c'est-à-dire que les molécules chaudes vont monter et les molécules froides vont chercher à descendre, et tout ceci dans un mouvement extrêmement organisé, qui est figuré ici, relativement stable, puisque des petites fluctuations sont rétablies. Si on modifie l'architecture, elle se reforme assez. Donc il y a une structure ordonnée, assez stable, qui est produite par un flux d'énergie croissant. Donc le fait de faire un gradient d'énergie plus fort que proche de l'équilibre va créer de l'ordre. Donc l'ordre apparaît à partir d'un certain régime critique, et cet ordre-là, eh bien, il va se mettre en place parce qu'il est plus efficace pour dissiper l'entropie du système. Donc là, on a apparition d'une structure d'ordre. Donc si on résume, proche de l'équilibre, il y a un équilibre statique, c'est-à-dire que rien dans le système ne bouge. Il n'y a pas de direction privilégiée à part la verticale, puisqu'elle est nécessaire pour la conduction, mais il n'y a pas de symétrie dans les axes horizontaux, pas de direction privilégiée. Et puis, l'agitation des molécules va faire croître, l'agitation des molécules croît que l'entropie augmente à l'intérieur de la casserole, ici, puisque l'agitation des molécules correspond à du désordre. Subitement, après, loin de l'équilibre, qu'est-ce qui va se passer? On a une situation où, au contraire, il n'y a plus d'équilibre statique, mais un équilibre dynamique, c'est-à-dire que les choses évoluent tout le temps, mais c'est un équilibre dynamique puisque ces structures sont pérennes dans le temps et résistent aux perturbations. Il y a une brisure de symétrie, on voit bien que maintenant il y a des courants dans l'eau, qui est causée par un comportement collectif des molécules. Et ça, c'est un phénomène émergent qu'on a vu à différentes reprises. D'un seul coup, c'est comme si que toutes les molécules du liquide se mettaient d'accord entre elles, des milliards de molécules, pour organiser leur mouvement de manière efficace pour créer ces courants dits de convection qui vont permettre de libérer. Alors ceci correspond à un ordre, donc à une baisse d'entropie. Ça veut dire que le système devra évacuer plus d'entropie que dans la situation précédente. Donc comportement collectif des molécules, décroissance de l'entropie interne, c'est-à-dire que l'ordre ici correspond à une baisse du désordre, et puis apparition d'énergie libre dans le système. Là, ces courants-là sont analogues à des courants dans l'eau, et il y a une certaine énergie mécanique associée à ces courants qui pourrait être utilisée. Alors que là, on ne peut rien en faire des courants de conduction. Il n'y a pas de courant. Donc le système, quand on est près d'équilibre, les systèmes sont plutôt désordonnés, et lorsqu'on fait traverser par un flux d'énergie loin de l'équilibre, eh bien, il se crée des phénomènes qui font que le système s'adapte et va créer une structure ordonnée en interne pour répondre aux contraintes. Ce sont ce qu'on appelle des structures dissipatives, dont on a étudié l'importance pour la genèse des structures ordonnées dans la nature. Alors le moteur de ceci, il est discuté. Ce n'est pas un théorème, ce n'est pas le deuxième principe thermodynamique, mais il est
il a été quand même vérifié, et on va l'illustrer par exemple dans les phénomènes climatiques. Eh bien, le moteur qui va mettre en place ces structures ordonnées dans les liquides, eh bien, c'est pour maximiser la production d'entropie, puisque on crée le système de convection est plus efficace que la conduction pour évacuer à la fois la chaleur, l'énergie et l'entropie. Mais ce processus-là lui-même crée une exportation supplémentaire d'entropie, puisque lui, il est ordonné, il a une entropie plus basse en interne. Donc, est-ce que l'origine des formes de la nature, dans les structures dissipatives loin d'équilibre, est-ce que c'est la façon qu'elles trouvent pour maximiser leur exportation d'entropie? Ça s'applique assez bien à la Terre elle-même. La Terre, qu'est-ce que c'est? C'est une structure dissipative qui reçoit de l'énergie propre du Soleil, de la bonne énergie rayonnante, de très basse entropie, et la Terre ensuite restitue cette énergie dans l'espace, qui est très froid, qui est à 2 degrés 7 K, par des photons de basse énergie. Donc l'énergie qui rentre et l'énergie qui sort sont identiques. Par contre, la structure Terre génère énormément d'entropie, et on va voir qu'une grand principe d'organisation du climat est faite pour justement maximiser cette exportation d'entropie. Si on fait l'analogue là, on peut dire que notre globe terrestre, c'est un peu l'analogue du système O des cellules de Bénard, traversé par un flux d'énergie qui vient du Soleil et qu'on le restitue dans le vide intersidéral qui est à très basse température. Donc ça, ce sont les conditions, loin d'équilibre, qui sont les conditions pour faire apparaître les fameuses cellules de Bénard. Et effectivement, on observe sur le globe terrestre ce qu'on appelle des cellules, c'est-à-dire des courants tout à fait analogues aux cellules de Bénard, qui s'organisent autour du globe pour à la fois gérer le transfert d'énergie. D'une part, le fait au niveau de l'équateur, il y ait plus d'énergie du Soleil reçue qu'au niveau du globe, des pôles, et d'autre part, pour optimiser le rayonnement global pour que la Terre se débarrasse de son entropie et de cette énergie qu'elle reçoit. Donc on peut considérer, et ça a été étudié de manière assez détaillée, que les grands principes du climat de la Terre sont celles d'une structure dissipative qui obéit au même principe que les cellules de Bénard. Mais comme on l'a vu dans les cellules de Bénard, il y a production d'énergie mécanique. Eh bien, effectivement, notre structure dissipative qu'est la planète Terre, qui cherche à se débarrasser de son entropie en créant en interne des mouvements, des structures organisées, eh bien, ces structures organisées sont la source des énergies que nous utilisons, et les fameuses énergies dites renouvelables, qui ne sont pas renouvelables, mais des énergies dont la production est toujours alimentée. En effet, la Terre, pour organiser ces flux, va faire des cellules un petit peu analogues de Bénard. Qu'est-ce que c'est qu'une grande partie de l'énergie qu'elle va produire, c'est une énergie mécanique qui est liée à tous les mouvements dans l'atmosphère, les plus terribles étant les tornades, mais aussi les vents et les courants, différents courants dans l'atmosphère. Et c'est l'énergie mécanique qui peut être récupérée par ce qu'on appelle les éoliennes notamment et autres systèmes. Donc les structures dissipatives Terre créent de l'énergie libre, de l'énergie mécanique que l'on peut utiliser, soit sous forme d'énergie mécanique dans l'atmosphère. Il y a tout le cycle d'évaporation de l'eau qui amène des nuages d'eau en haute altitude qui ensuite vont peut retomber sur Terre et vont alimenter les fleuves et les barrages. Donc il y a une énergie mécanique dans l'évaporation de l'eau. Et puis il y a tous les processus biologiques, notamment la photosynthèse, qu'elle soit marine avec 150 TW ou l'énergie la photosynthèse terrestre 60 TW, qui est de l'énergie chimique, et puis les activités humaines qui, pour une petite proportion, contribuent au bilan. Donc la Terre peut être considérée comme une structure dissipative qui cherche à maximiser son exportation d'entropie et qui, pour ce faire, crée en interne des structures organisées qui sont les sources des énergies renouvelables utilisables par les humains. Et tout le reste est gaspillé en
en chaleur qui est intéressante pour ne pas mourir de froid, mais qui n'est pas vraiment utilisable au premier abord. Mais est-ce que les cellules, les organismes vivants les plus compliqués peuvent se ramener à la cellule du Bénard? Il y a un pas très grand entre ces courants de convection et puis l'organisation d'une cellule, par exemple. Bien, depuis 1953, il y a de multiples expériences qui ont lieu et qui sont, j'allais dire, poussées aussi par les observations de la composition des comètes et météorites que l'on observe, qu'on recueille sur Terre. Eh bien, ce principe de faire qu'un système désordonné, lorsqu'il est traversé par un flux d'énergie, notamment un flux d'énergie noble comme le rayonnement, va produire des molécules complexes qui sont à l'origine des molécules de la vie. La première expérience a été faite par Urey et Miller. Urey, l'étudiant, Miller, son prof, qui ont simulé l'atmosphère terrestre il y a quelques milliards d'années, avec un mélange d'eau, de méthane, d'ammoniac, etc., soumis à des éclairs et avec un flux de chaleur pour transférer les produits. Et ils ont observé qu'après une semaine, eh bien, le système a gagné en ordre, en organisation, puisque des molécules très organisées, très ordonnées, qui sont les préliminaires de la vie, ont été créées. Donc un flux d'énergie a augmenté, a été l'occasion de créer des cellules, des composants chimiques plus complexes que ceux qui étaient initialement ici. Cette expérience très simple a été refaite des milliers de fois et on le refait de plus en plus en essayant de retrouver les conditions et les conclusions générales sont toujours vérifiées. Alors, ces phénomènes de transfert d'énergie sont assez intéressants puisqu'on a vu qu'ils sont stationnaires. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un effet reine rouge qui est tiré de Lewis Carroll, de la reine rouge qui dit qu'il faut courir vite pour rester sur place et courir encore plus vite si on veut avancer. Eh bien, les systèmes hors équilibre, que sont les cellules du Bénard, que sont l'atmosphère terrestre, etc., sont des systèmes hors équilibre qui quand même restent dans des états stationnaires. Donc il faut qu'ils courent vite pour rester dans le même état. Et donc le principe qui serait à l'origine de ça, et qui n'est pas démontré, dont on n'a pas c'est un principe qu'on admet, et qui n'a pas d'origine, on ne peut pas le raccorder à d'autres grands principes, serait que les systèmes hors équilibre satisferaient le principe de production maximale d'entropie, c'est-à-dire qu'un système hors équilibre, parmi tous les états possibles stationnaires, le système sélectionne celui qui maximise sa production d'entropie. Ce principe-là, sur un certain nombre d'exemples, notamment climatiques ou autres, ou même biologiques, a démontré sa pertinence, puisqu'on a pu retrouver des propriétés de systèmes uniquement à partir de ce principe-là. Voilà, le grand tour est terminé et nous terminons sur une interrogation. L'interrogation est celle-ci. Nous comprenons pourquoi les structures ordonnées peuvent survivre dans un environnement où l'entropie ne fait que croître par des transferts d'énergie. On a commencé à aborder le problème de comment les structures organisées apparaissent. Il y a un grand principe qui est en cours de discussion, qui n'est pas encore admis par tout le monde, et qui pourtant a montré sa pertinence sur un certain nombre d'exemples de la nature, et qui serait à l'origine donc du fait que dans l'histoire de l'univers et dans l'histoire de la Terre en particulier, eh bien, au cours des milliards d'années, on est passé d'une situation d'une planète faite de molécules simples de gaz, d'ammoniac, de CHK, de méthane, etc., progressivement vers des molécules prébiotiques beaucoup plus complexes et progressivement ensuite vers des systèmes avec des membranes, des cellules et noyaux, puis ensuite des assemblages de cellules, puis ensuite des systèmes de reproduction à base de code génétique. Toute opération de plus en plus complexe qui sont des négations de la croissance de l'entropie et qui arrivent
à partir des flux d'énergie qui nous viennent notamment du Soleil, mais il reste encore beaucoup de travail pour comprendre comment ces structures ordonnées apparaissent et pourquoi elles apparaissent avec ces formes-là. Voilà, un grand parcours, un grand survol qui nous a conduit des principes de la quête de l'unité, qui a été la quête de la plupart des scientifiques pendant des siècles, c'est d'essayer de ramener la complexité du monde à ces quelques principes élémentaires. Ensuite, progressivement, nous avons élaboré, analysé la remontée d'à partir de ces principes-là pour essayer de reconstruire la complexité du monde à partir de ces briques de base. Nous avons vu que, à l'instar de ce qui se passe en mathématiques, il n'y a pas que des obstacles techniques à cette reconstruction, il y a des obstacles de fond, formels, qui empêcheront toujours que ce processus de reconstruction soit un processus complètement déterministe et complet. Nous avons vu le chaos déterministe qui démontre, qui introduit des limites à la prédictibilité de certain nombre de phénomènes. Et puis ensuite, nous avons vu les différentes classes automates qui essaient de s'inspirer des systèmes vivants qui ont déjà résolu beaucoup de problèmes pour s'adapter et pour se développer. Et puis nous avons terminé par cette interrogation, c'est quelle est l'origine de la morphogénèse, quelle est l'origine des formes que prennent les objets dans la nature, et en particulier les objets vivants. Voilà, merci de m'avoir accompagné le long de cette grande route.